Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au programme du soir sur New World. Merci de nous rester fidèles. Nous commençons par le décryptage et c'est avec notre éditorialiste Madou Diouf. Bonsoir Madou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Et avec vous aujourd'hui, nous parlons de Madagascar et imbroglio après l'élection présidentielle. La présidentielle qui a eu lieu jeudi 16 novembre à Madagascar est toujours en attente des résultats. Ce mardi, avec près de 50% des bulletins dépouillés, André Rajoelina est en avance avec plus de 60% des voix. Situation confuse toujours dans ce pays où une grande partie de l'opposition avait boycotté cette élection présidentielle, ce qui laisse un large boulevard au président sortant, André Rajoelina, de briguer un nouveau mandat à la tête de Madagascar. D'abord, que se passe-t-il à Madagascar? Quelques jours après l'élection, André Rajoelina est en avance, mais l'opposition n'accepte pas toujours la tenue de cette élection. Oui, il est clair actuellement, et l'opposition l'avait dit, surtout le groupe des 10, puisque vous avez 10 parmi les candidats qui s'étaient coalisés, qui avaient dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce processus qui était en train de se dérouler, qui avaient décidé de boycotter les élections, qui ont appelé les populations à boycotter, mais qui avaient déjà dit qu'ils ne vont pas reconnaître le résultat des élections. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils disent que le boycott a été respecté. Ils parlent de 20% à peu près de taux de participation au niveau des élections. Et ils considèrent que dans ces conditions, ces élections n'ont aucune valeur. Mais bien sûr, du côté des partisans du président sortant, eux, ils tiennent un autre langage. Ils disent que le président est en train de gagner les élections. Et eux, ils parlent même de taux de participation autour de 40%. Mais tous ces chiffres ne sont pas pour le moment des chiffres définitifs, bien que le 40% est quand même surprenant parce qu'il y avait des observateurs là-bas. Et dans certaines zones où c'est des fiefs parmi ceux qui étaient candidats, mais les gens ont déposé la caméra qui est là, qui attendait électeurs et on ne voyait pas d'électeurs du tout. Donc le scrutin a eu lieu il n'y a pas longtemps, on n'a pas oublié ces images, mais c'est quelque chose qui n'est pas une surprise parce que avant la campagne électorale, pendant la pré-campagne, pendant la campagne électorale, avec le scrutin, tout le monde se disait que mais on va où? Pourquoi les gens ferment les yeux pour aller droit vers le mur? Et malheureusement, nous y sommes actuellement en attendant que les résultats soient officiels. Alors, l'opposition, ou du moins une partie de l'opposition, 10 candidats à cette présidentielle ont contesté la tenue de cette élection. Ils ont appelé au boycott selon les uns respectés, selon les autres pas respectés, en se basant sur les taux de participation annoncés de part et d'autre. Est-ce un boulevard ouvert devant André Rajoelina? Le problème avec le boycott, c'est que quand ceux qui pouvaient aller contre ne sont pas là, mais ceux qui veulent aller pour, on leur ouvre obligatoirement un boulevard. Le problème, c'est qu'un boycott n'a de sens que dans un pays où, quand on fait des élections, le taux de participation intéresse les gens. La personne qui va être élue veut être élue de façon légitime, c'est-à-dire avoir véritablement une certaine représentativité par rapport à l'électorat, etc. Mais quand le candidat n'est pas intéressé par ce genre de choses, mais quand vous boycottez, vous lui permettez d'aller plus rapidement pour atteindre son objectif, puisque si la tendance se confirme, il n'y aura pas de second tour. On va s'arrêter au premier tour et l'ancien président va être réélu. Donc ça, c'est un peu le risque qu'il y a à chaque fois qu'on parle de boycott. Le boycott, on le fait avec quelqu'un qui est un démocrate, qui est sensible au boycott. Quand la personne n'est pas sensible, les gens ne le font pas. Mais ils avaient également donné des arguments en disant que il ne doit même pas être candidat. En le fondant sur le fait qu'en 2014, il a volontairement demandé la nationalité française, alors qu'avec la loi malgache, quand tu prends une autre nationalité, tu renonces, tu perds la nationalité malgache. Ben, pour eux, c'est comme si c'est un Français qui est élu président de la République. Et ils n'avaient pas envie, comme il le disait, de faire une compétition avec quelqu'un qui est un Français qui ne devait pas être là au moment de la compétition. Il y a également cet épisode très bizarre, parce que Madagascar a quelque chose de très intéressant. Le président, s'il est candidat, avant les élections, il doit démissionner pour être candidat comme tous les autres candidats. Ce qui, à mon avis, est une très bonne chose. Mais comme d'habitude, même quand vous avez de bons textes,
il faut avoir également de bons hommes politiques. Mais Pour ici, les le jeu appliquer. a été très clair. Mais quand on dit que le président doit démissionner, le texte va prévoir également qui prend la place du président pour assurer l'intérim. Ici, c'est le président du Sénat. On s'est débrouillé pour l'écarter et pour mettre à la place un premier ministre que tout le monde connaissait comme étant un fiefé partisan du président qui démissionnait. Mais quand l'ancien président du Sénat a pris la parole, il a été très clair, on l'a menacé, ce n'est pas que lui, il a renoncé comme ça a été dit officiellement. Ben, pour le discréditer, on a même dit qu'il souffrait de déficience mentale. Mais est-ce que vous regardez à quoi ça ressemble? On est dans un pays, il y a une procédure qui existe, on va vers quelque chose d'aussi sérieux qu'une élection présidentielle, mais quand vous voyez ces choses, mais comment voulez-vous que l'élection soit une élection sérieuse? Et effectivement, dès que ça avait commencé, les gens avaient dit, mais attendez, ça commence très très mal, on va vers des élections qui risquent d'être contestées, et voilà, nous y sommes, la contestation est déjà là, alors que, officiellement, les résultats n'ont pas encore été proclamés. Et c'est la confusion toujours à Madagascar, imbroglio aussi au niveau du parti du président Rajolina, des rassemblements devant son parti et devant les représentations du parti, des gens veulent réclamer récompense. De quoi s'agit-il? Mais oui, vous avez des malgaches, il y en a même une qui a 64 ans, un autre qui a 70 ans, plusieurs personnes qu'on a retrouvées devant les sièges des partis et autres. La télévision est venue, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent non, ils viennent pour prendre la carte du parti. Parce que pendant la campagne, le président sortant leur avait promis que s'ils prennent la carte du parti et s'ils votent pour qu'il soit à nouveau au pouvoir, quand il y aura des distributions de dons et autres, la carte va être une sorte de faveur, ils vont être les premiers servis. Donc ils viennent pour prendre la carte pour pouvoir être servis comme on leur avait promis. Et celui de 70 ans a été très clair, parce que quand le journaliste insistait, il a dit non, demandez au candidat président de venir devant moi, moi je vais lui dire que c'est lui qui avait promis cela. Mais ça pose un autre problème. Est-ce qu'on organise des élections? Est-ce qu'on gagne des élections en donnant à des gens des cartes de membres d'un groupe déterminé pour en faire demain des citoyens favorisés par rapport à d'autres citoyens? Ce n'est plus la République. Il n'y a plus l'égalité des citoyens dans ces conditions. Et le vote ici, il est clair, se fait sur la base d'une corruption, puisqu'on dit aux gens, votez et en contrepartie, vous obtiendrez. Mais c'est ça qu'on appelle la corruption. Parce que le vote, ce n'est pas seulement le fait que la personne vienne mettre le bulletin dans les urnes, qu'on compte et que le compte soit bon. Mais il faut que la personne vienne mettre le bulletin dans les urnes librement et en toute conscience. Ici, ça pose un énorme problème et certainement, ça fera partie des éléments qui vont être discutés, avec bien sûr d'autres éléments qui ont été constatés par les observateurs. Le numéro du bulletin de vote se trouvait sur la souche, mais pas sur le bulletin qu'on met dans les urnes. Il y a un des observateurs qui disait, mais là, on peut à partir d'ailleurs préparer des bulletins et cocher pour le candidat qu'on veut, et puis on vient mettre dans les urnes, puisque le numéro de l'électeur n'est plus sur le bulletin, on ne peut plus identifier la personne. C'est que, comme d'habitude, l'élection, comme j'ai dit, il n'y a rien de plus simple. Des élections sont organisées dans ce monde depuis je ne sais combien d'années. Quand on veut les organiser de façon libre, transparente, démocratique, tout le monde sait comment ça se fait. Ça n'a besoin d'aucune expertise particulière. Mais de la même manière, quand on veut voler des élections, tout le monde sait comment il faut commencer très tôt, mélanger les procédures, fausser un certain nombre de choses jusqu'au jour du scrutin, jusqu'à la proclamation. C'est pourquoi quand des élections sont libres et transparentes, mais les gens ne discutent pas. Mais le président Ouaya vient de donner l'exemple. Il a perdu des élections, un bon footballeur, il a fait preuve de fair play, il reconnaît la victoire de son adversaire. Pourtant, c'est lui qui est au pouvoir, donc c'est lui qui a organisé les élections. Mais ça veut dire que ça peut parfaitement se faire. Je ne vois pas pourquoi le Libéria va pouvoir le faire et Madagascar ne veut pas le faire, là où on ne le fait pas. C'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas une incapacité à organiser des élections. Il y a assez de cadres, il y a aussi d'administrateurs qui ont toute l'expérience qu'il faut pour organiser des élections comme il se doit. Mais c'est la volonté politique qui engendre de bonnes ou de mauvaises élections.
C'était supposé promesse du président André Rajoelina de récompenser ceux qui auraient voté pour lui et qui se seraient procuré les cartes de son parti politique. Pourrait-elle avoir des impacts sur la mobilisation, puisqu'on sait que l'opposition appelle à des mobilisations pour contester le pouvoir d'André Rajoelina au cas où il remportait ces élections? Ça peut avoir un impact puisque ça peut créer deux choses. Les autres malgaches peuvent se soulever en disant pourquoi on va aider certains malgaches parce qu'ils ont la carte du parti du président de façon prioritaire par rapport à d'autres malgaches parce qu'ils n'ont pas la carte. C'est une injustice. Ça peut amener des gens qui peut-être n'étaient pas dans les partis même à vouloir se soulever contre cette injustice. L'autre élément, c'est les gens qui sont en train de réclamer et qui le comparent à ce qui s'est passé avec Covid. Puisque ce qu'on a fait au Togo, qu'on appelle novici, on l'a fait un peu partout en donnant quelque chose pour compenser. Ceux qui réclament rappellent cela en disant que c'est ça qui avait été fait avec Covid. Et quand on leur faisait la promesse, on avait fait la comparaison avec Covid. Donc les gens avaient déjà reçu quelque chose. On leur montrait que ça va être à peu près la même chose, à la différence que ceux qui ont la carte du parti vont être prioritaires. Mais si ces gens-là ne voient rien, parce qu'il y en a certainement qui sont allés voter sans conviction, sans qu'ils ne soient leur candidat. Est-ce que ceux-là également ne vont pas rejoindre ceux qui vont manifester en considérant que on les a floués en quelque sorte, puisqu'on leur a demandé d'aller voter, ils sont allés voter. Il y a un résultat qu'on leur avait promis qui n'est pas le résultat des élections. Ils sont allés pour prendre ce résultat, ils ne l'ont pas obtenu. Ils peuvent aller grossir les manifestations de l'opposition qui contestent déjà le résultat des élections. Après le boycott, quelle force reste-t-il aujourd'hui à l'opposition, ou du moins aux 10 candidats de l'opposition qui font un front uni contre le candidat André Rajoelina? Malheureusement, ça va être la mobilisation, ça va être la rue, ça va être les manifestations. Et j'espère que André Rajoelina ne va pas le reprocher parce que, si on se rappelle, il avait fait exactement la même chose contre un président de la République, lui aussi. En mobilisant la rue, en mettant Madagascar dans une situation extrêmement difficile, de sorte qu'il a fallu même une médiation pour pouvoir organiser des élections. Mais s'il subit la même chose, il faut qu'il sache tout simplement que les gens ont emprunté la jurisprudence chez lui. Pour le moment, l'opposition n'a pas décliné de façon très claire sa stratégie. Certainement, ils attendent la proclamation des résultats, mais il est clair qu'ils vont dans le sens de contester, pas seulement de contester, puisque ce qu'ils font, ça dépasse contester, parce qu'eux, ils ne disent pas « nous ne sommes pas d'accord avec le résultat des élections ». Ils disent « nous ne sommes pas d'accord avec… » Ils ne reconnaissent pas les élections. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Ils ne sont pas en train de dire « on a fraudé pour qu'ils gagnent ». Ce sont les élections qu'ils ne reconnaissent pas du tout. Ce qui les a amenés à les boycotter. Mais en ce moment, celui qui a gagné les élections, ils le considèrent comment? Ils vont le prendre comme le président de la République? Ce n'est pas évident. Et ça posera un véritable problème. Effectivement, on va vers une zone d'incertitude après la proclamation des résultats. L'opposition, bien avant cette élection, avait appelé à certaines manifestations, mais les dernières manifestations n'ont plus vraiment drainé de foule, comme on l'espérait, comme André Rajoelina l'avait fait il y a de cela plusieurs années pour renverser l'ex-président. Mais est-ce que aujourd'hui l'opposition pourra compter sur la population pour peut-être manifester et renverser André Rajoelina à son tour, vu que les dernières manifestations n'ont plus vraiment drainé de foule? Ça dépendra de la communication qu'ils vont utiliser. Parce qu'ils ont mobilisé des foules au départ, mais le pouvoir ne s'est pas laissé faire. Les manifestations ont été matées avec des grenades lacrymogènes. Ceux qui ont suivi la télé ont vu comment ça s'est passé. Et bon, puisqu'il n'y a pas encore de résultats, souvent, l'enjeu est moindre d'habitude. Ce qui déclenche souvent les foules, c'est la proclamation des résultats. Et vous voyez, les opposants le comprennent tellement bien que souvent, même avant la proclamation des résultats, on commence à préparer les populations à la contestation. En disant s'il y a des fraudes, nous ne l'accepterons pas. S'il y a ceci, nous allons le contester. C'est-à-dire qu'on prépare les esprits à ce qu'immédiatement, après la proclamation des résultats, que l'opposition fasse une déclaration, mais une déclaration qui aboutit sur une action qui a été préparée sur une certaine durée. Quand vous regardez, ils sont dans ça.
Ils sont dans le même modus operandi en ne reconnaissant pas les élections, etc. Maintenant, est-ce que les populations vont suivre ou pas? C'est difficile de donner une réponse à pareil moment. On va attendre de voir quand ils vont demander aux populations de se mobiliser pour la première fois. Est-ce qu'ils vont retrouver certaines mobilisations qu'ils ont eues avant? Ou bien est-ce qu'on va retrouver les mobilisations des derniers moments qui, effectivement, n'étaient pas de grosses mobilisations? Quel avenir politique pour André Rajoelina, aujourd'hui contesté à cause de sa nationalité française? Mais il risque de gouverner difficilement. Il risque de gouverner difficilement. Et ce qu'il avait fait vivre à Marc Ravalomanana, on risque de lui faire vivre la même chose. Mais bien sûr, ici, conditionné toujours par est-ce que le peuple suivra ou les populations ne vont pas suivre. Puisque un président qu'on ne reconnaît pas, souvent ça crée le premier problème. Quand vous allez dire, quand on fait de la médiation, quand vous dites à l'opposition d'aller dialoguer, l'opposition va vous dire, mais aller vers le président, c'est déjà une façon de le reconnaître. Et on l'a vécu dans plusieurs pays. Ou bien ils vont faire ce qu'on a vu ailleurs. On va peut-être mettre en place un gouvernement provisoire, un gouvernement parallèle, etc. On a vu toutes sortes de scénarios dans ce genre de situation quand on ne reconnaît pas le président de la République, ou bien on va marcher toutes les semaines, tous les mois ou tous les jours, puisqu'on a vu toutes sortes de stratégies à la matière. Mais le vrai problème dans ces stratégies, c'est le long terme. Parfois, ça peut marcher au départ, oui, mais à la longue, est-ce que les opposants eux-mêmes vont pouvoir tenir pendant toute cette période? Mais surtout, est-ce que le peuple qu'on appelle à la mobilisation va pouvoir tenir? Rappelez-vous, Fayoulou, avec la RDC, c'est le dernier cas. Il considère que c'est lui le président élu, mais finalement, il n'a pas pu empêcher à Félix Tshisekedi de diriger le pays. Pourtant, au départ, il avait réussi à faire de fortes mobilisations. Il va falloir regarder pour voir est-ce que ça sera comme Fayoulou, ou bien ils vont réussir ce que Rajoelina avait réussi, au point d'obliger le président de la République à s'asseoir avec l'opposition, non pas en tant que président de la République, mais à cause du rapport de force au niveau de la rue. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot sur cette situation difficile à décrypter sur Madagascar. Le dernier mot, c'est un regret. C'est un regret que quand on organise des élections, qu'on en arrive à ce résultat-là. Alors que le but des élections, c'est tout le contraire. C'est de permettre au peuple malgache, de façon extrêmement claire, de désigner un président qui ne pourra être contesté ni sur le plan légal, ni sur le plan également de la légitimité. Mais vous avez vu le résultat auquel on a abouti ici, malheureusement. C'est comme si on a organisé des élections pour rien, alors que tout le monde sait que ces élections pèsent très fortement sur le budget de nos États. Mais il faut que Madagascar tire la leçon. Il faut que d'autres pays également tirent la leçon pour qu'on ne se retrouve plus jamais avec des élections ou après les élections, au lieu d'avoir une situation apaisée, qu'on soit plutôt face à des risques dont on ne mesure pas exactement les contours. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nouro d'Info.